Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Direct. Très heureux de vous retrouver pour votre heure d'information région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Avec, pour débuter ce coup de tonnerre dans le monde politique, Hubert Falco, le maire de Toulon et président de la métropole TPM, quitte les Républicains. Il n'a pas apprécié les propos du patron du parti, Christian Jacob, qui traite les amis de Renaud Muselier de malfaisants. Il a pris ses propos pour lui et il quitte donc sa formation politique. Invité Éric Pauget, ensuite nous en parlerons également, député Les Républicains des Alpes-Maritimes. Pour lui, Renaud Muselier a clarifié sa position dans la course à l'élection. Nous verrons si le message est vraiment si clair que ça autour de l'unité avec le parti La République En Marche. Et puis, impossible de passer à côté le bicentenaire de la disparition de l'empereur Napoléon Bonaparte. Son lien avec notre région est très intime. Du siège de la Seine en 1793 à la fameuse route Napoléon. Nous serons avec un spécialiste de l'empereur dans cette émission pour parler de son lien à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la Côte d'Azur. On évoquera aussi l'environnement dans le parc des Calanques avec de nombreuses opérations qui se multiplient pour sensibiliser notamment les touristes et les usagers du parc national qui souffrent de la pollution. Mais d'abord, pour débuter ce grand direct, c'est donc l'information du jour, l'information politique. Le maire de Toulon, Hubert Falco, après plus de 40 ans d'adhésion aux Républicains, d'abord RPR, puis ensuite UMP, quitte le parti. Le président de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée n'a pas apprécié les mots du président du parti Les Républicains, Christian Jacob. Les explications sont signées Thomas Bernabé. Nouvel épisode du feuilleton chez les Républicains. Après Renaud Muselier qui se voit refuser l'investiture de son parti pour les régionales puis la récupère, voici qu'Hubert Falco, le maire de Toulon, quitte le parti suite aux propos du président des Républicains, Christian Jacob. J'ai démissionné du Parti républicain parce que le Parti républicain hier soir m'a traité de malfaisant. Pour M. Muselier, je ne suis pas un malfaisant. Donc à partir du moment où M. Jacob a dit que j'étais un malfaisant, il a une vision jacobine des choses, peut-être de Paris. À Toulon, je ne suis pas un malfaisant. J'ai été réélu avec 61% des voix au premier tour. Élu, réélu. Donc voilà. Je ne suis pas vexé, je suis blessé, oui, parce que je ne suis pas un malfaisant. Une rupture consommée donc pour Hubert Falco qui ne se reconnaît plus dans le parti. Quand j'ai adhéré aux Républicains, c'était un parti républicain. C'est beau la République. C'était un parti de rassemblement, c'était un parti qui avait des valeurs. Aujourd'hui, excusez-moi, quand on dit que la seule chose qui nous différencie du Rassemblement national, c'est que nous sommes un parti de gouvernement, il y a bien d'autres choses qui me différencient, moi, du Rassemblement national. Je suis malheureux pour mon parti, mais mon parti se rétrécit. Perd des femmes, des hommes. Écoutez, on a 200 militants inscrits aux Républicains aujourd'hui à Toulon. On ne peut pas dire, dans une ville de 170 000 habitants, c'est quelque chose d'exceptionnel. Si le parti se rétrécit, reste la question des régionales. Hubert Falco et Renaud Muselier comptent constituer une liste ouverte avec une idée en tête, faire barrage au Rassemblement national. Voilà, Renaud Muselier qui était aux côtés d'Hubert Falco cet après-midi pour une exposition consacrée à Napoléon Bonaparte. Vous le voyez sur ces images, toujours signé Thomas Bernabé, le président de la région qui est toujours dans le Var actuellement, qui lance la saison touristique de la région sud. Renaud Muselier qui s'est exprimé sur la question du départ d'Hubert Falco. Je vous propose de l'écouter. À partir du moment où on parle mal de mon ami, forcément il réagit. Et lui qui a gagné tous ses combats, souvent seul contre tout le monde, notamment le Front National, il se retrouve dans une situation où il reste à nos côtés et on avance ensemble. Je pense que quand on veut additionner, il ne faut pas blesser. Voilà. Hier, on a clarifié. Bon, maintenant, on fait campagne et on additionne. Voilà. Et donc, on va essayer d'éviter en permanence d'avoir des mots désagréables les uns contre les autres. J'en ai eu assez pendant le début de la semaine à mon endroit. Voilà, Renaud Muselier, Hubert Falco qui quitte donc le parti Les Républicains et cette information qui ne nous a pas été confirmée dans l'entourage de Christian Estrosi, mais l'hebdomadaire Valeurs Actuelles révèle que lui aussi, le maire de Nice, va quitter le parti Les Républicains. C'est un serpent de mer depuis ses prises de position plutôt favorables à Emmanuel Macron. Donc dans l'entourage, pour le moment, on dément fermement, mais c'est une
une information qui circule, qui est confirmée par quelques-uns des services politiques de notre pays, donc à surveiller également. Deux cas que nous allons évoquer maintenant avec le député des Alpes-Maritimes, toujours chez les Républicains, Éric Pauget. Il avait été très offensif après l'annonce du rapprochement entre La République En Marche et Renaud Muselier ce week-end, et on va voir avec lui si Renaud Muselier a bien clarifié sa position ou pas. Bonsoir Éric Pauget, merci d'avoir accepté notre invitation. L'actualité se bouscule un peu, on va bien sûr parler des régionales, mais la surprise du jour, c'est le départ d'Hubert Falco du Parti Les Républicains, le maire de Toulon. Et selon Valeurs Actuelles, Christian Estrosi va aussi annoncer son départ incessamment sous peu du parti. C'est quand même deux coups durs, deux grandes villes, Éric Pauget. Oui, moi je le regrette parce que on a eu hier au soir à Paris, au siège du parti, la clarification que tout le monde attendait. Ça a été clair, net et précis de la part de Renaud Muselier. Cette clarification étant faite, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, deux grandes figures de notre parti politique, de la droite républicaine dans le sud de la France, quitte. On ne sait pas ce que va faire Christian Estrosi, mais en tout cas pour Hubert Falco, pourquoi Hubert a annoncé son départ. Il va nous manquer, je pense qu'il aurait... Pour ce combat-là, il aurait pu être à nos côtés. Et oui, mais quand Christian Jacob dit de lui et d'autres qu'il est un ami malfaisant de Renaud Muselier, forcément, il a un ego. Hubert Falco, c'est un homme qui compte. Ça ne peut pas passer comme une lettre à la poste. Non, mais ça, je le comprends. La journée d'hier a été extrêmement tendue. Il y a eu des mots qui sont allés au-delà de la pensée de part et d'autre. Et c'est vrai que ce genre de sémantique n'aurait pas dû se tenir. Mais je dis, il y a eu énormément de tensions hier. Je pense que le plus important, c'est de regarder la conclusion de cette journée. C'est qu'hier au soir, la direction du Parti des Républicains, avec Renaud Muselier, ont trouvé un accord, puisque Renaud a clairement annoncé ce qu'on lui demandait déjà depuis quelques jours. Il a dit qu'il n'y avait pas d'accord avec La République En Marche, il n'y aurait pas de ministre sur ces listes, il n'y aurait pas de parlementaires sur ces listes. Et c'est uniquement ça que tout le monde attendait depuis quelques jours. Mais Éric Pauget, vous trouvez ça clair ? Honnêtement, vous trouvez ça satisfaisant quand on a combattu, quand on combat le bilan d'Emmanuel Macron, de se contenter de la non-présence de ministres et de parlementaires ? Si demain, il y a 10, 15 candidats de sensibilité La République En Marche, c'est pareil. C'est pas ultra clair quand même le message de Renaud Muselier. On aurait pu s'exonérer cette semaine écoulée, parce que les problèmes ont commencé en milieu de semaine dernière. Ils ont trouvé un épilogue hier au soir. Je ne vous cache pas qu'on aurait pu s'éviter cette semaine pour Renaud Muselier, pour la région PACA et pour la famille de la droite républicaine. Moi, je vous le concède. Néanmoins, la vie politique étant ce qu'elle est, on a eu droit à cette séquence qui est, à mes yeux, une mauvaise séquence et qui va laisser des traces. Moi, ce que je veux regarder maintenant, c'est l'avenir, c'est les semaines qui restent. On est à quelques semaines d'une échéance majeure en France, mais nous dans la région sud, et il faut tous qu'on se rassemble derrière. Moi, à partir du moment où Renaud nous a clarifié au soir les choses, c'est ce que je lui demandais depuis plusieurs jours. Bon, j'ai envie de lui faire confiance, et on a tous envie de lui faire confiance, on a tous envie d'aller au combat et de gagner cette élection. Alors, ça ne vous aura pas échappé, Éric Ciotti, lui, est beaucoup plus amer. Il a voté contre le maintien de l'investiture, et il dit que les conditions de la confiance ne sont pas réunies. Il y a une fracture. Est-ce que Éric Ciotti va faire campagne ? Non. Alors, moi, je comprends aussi la position d'Éric Ciotti. La confiance n'exclut pas la vigilance, et en particulier dans le domaine politique. Néanmoins, aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on soit capable d'être des hommes et des femmes responsables en politique. Il faut savoir clore une difficulté. Et moi, j'estime que cette difficulté, elle est depuis hier au soir clarifiée. Christian Jacob l'a dit. Je rappelle que la très large majorité de toute la direction des Républicains hier au soir qui était réunie, il y avait Gérard Larcher, il y avait François Barouin, il y avait Jean Leonetti, enfin, tous les cadres imminents de notre famille politique étaient réunis et tous veulent en sortir. Donc moi, je pense qu'il faut rester optimiste et il faut regarder l'avenir. Concernant donc la campagne et le scrutin qui se rapproche, il va falloir passer évidemment aux propositions. À titre personnel, donc du coup vous allez soutenir Renaud Muselier. Est-ce que vous ne craignez pas que la campagne soit d'ores et déjà phagocytée par ce qui vient de se passer ?
Moi, je le dis depuis plusieurs jours. Ce qui s'est passé ce week-end, et notamment par l'annonce du Premier ministre, quelque chose d'absolument incroyable. Un Premier ministre en pleine période de pandémie qui doit gérer la France, qui s'occupe d'élections territoriales et qui vient annoncer une tambouille politicienne où nos concitoyens n'en peuvent plus de ce genre de situation. Moi, je trouve ça tout à fait incroyable. Et ce qui s'est passé ce week-end, à l'initiative du Premier ministre, et je le dis à l'initiative de la majorité présidentielle, malheureusement laissera des traces. Et en particulier chez nous, dans la région sud, et en particulier chez nous, dans les Alpes-Maritimes, je pense que ça laissera des traces assez fortes. À nous maintenant d'être suffisamment forts tous ensemble, à nous de mener une campagne active pour essayer d'effacer ce qui s'est passé au cours de ce week-end. Une dernière question. On vous a entendu hier dans cette émission et avant-hier faire part notamment de l'inquiétude des militants de la base, parce que c'est eux qui vont faire campagne aussi et qui vont voter. Est-ce que vous avez des retours un peu plus rassurants depuis 24 heures? Est-ce que vous avez réussi à les reconquérir? Ou en tout cas, est-ce que Renaud Muselier les a reconquis? Alors, je ne sais pas si c'est Renaud Muselier, mais en tout cas, au plus proche du territoire, moi, en ce qui me concerne, dans ma circonscription sur Antibes, entre le week-end et hier après-midi, j'avais énormément de personnes qui sont passées à la permanence, qui m'ont appelé, qui m'ont envoyé des SMS en me disant « Éric, on ne fera pas campagne cette fois, on ne te tiendra pas les bureaux de vote. C'est la première fois en 20 ans que je voyais ça. » Depuis hier au soir, la situation, je vous l'ai dit, ça serait malhonnête de dire qu'elle est parfaite, mais en tout cas, on sent qu'il y a une volonté d'en sortir. Et a contrario, j'ai depuis ce matin un certain nombre de militants fidèles qui ne sont pas forcément d'ailleurs des gens encartés au Parti des Républicains, mais qui sont des gens qui sont à titre bénévole, qui tiennent les bureaux de vote depuis des années, qui m'ont dit bon, dans ces conditions, on y retourne. Mais je ne vous cache pas que ce qui s'est passé ce week-end, ce n'est pas glorieux pour notre famille politique, ce n'est pas glorieux pour la droite et ça laissera des traces. Merci beaucoup Éric Pogé, en tout cas d'avoir accepté cette invitation et d'avoir répondu à ces questions. Merci, je rappelle que vous êtes député LR des Alpes-Maritimes. Passez une bonne soirée. Merci, bonne soirée. Ouais, merci effectivement à Éric Pogé parce que ils sont peu nombreux à accepter de s'exprimer, de commenter, d'autant que Éric Pogé avait des positions assez radicales ce week-end et qu'il assume le fait d'avoir accepté les explications de Renaud Muselier. Nous sommes maintenant avec le directeur des rédactions du groupe Nice Matin, Var Matin et Nice Matin, Denis Caro. Bonsoir, merci d'être avec nous. Hier, on s'est loupé de très peu, parce que vous avez dû partir sur une urgence, mais du coup c'est encore mieux qu'on se parle ce soir parce que il y a d'abord, et on va commencer par ça, l'information officielle, Hubert Falco qui quitte les Républicains, et puis la rumeur Christian Estrosi, on y reviendra parce que pour l'instant on n'arrive pas à se faire confirmer cette information. Hubert Falco d'abord. C'est quand même un acte politique très fort. Hubert Falco, c'est un membre historique et éminent, ancien ministre. C'est un acte politique très fort et aux conséquences énormes. Hubert Falco, c'est un pilier du parti, c'est un pilier des Républicains, c'est quelqu'un qui compte énormément dans le Sud, dans le Var particulièrement. C'est un symbole très fort. Hubert Falco, et c'est Renaud Muselier qui nous le dit dans une interview dont on a déjà publié quelques extraits et qu'on publiera in extenso demain. Hubert Falco, c'est un homme blessé. Il n'a pas supporté les propos qui ont été tenus hier lors du Conseil stratégique des Républicains. Il a été qualifié par certains qui s'adressaient à Renaud Muselier d'amis malfaisants de Renaud Muselier. Hubert Falco, il estime que, vu son parcours, vu ce qu'il a fait pour le parti, vu la manière dont il a lutté contre le Rassemblement national auquel il a succédé à la mairie de Toulon, il estime, Hubert Falco, qu'il n'avait pas à être traité de la sorte et il a décidé très vite, dès le lendemain de cette réunion, de claquer la porte et de démissionner des Républicains. C'est peut-être un peu naïf comme réflexion, mais c'est presque un choix courageux quand même, parce que, certes, il est omnipotent dans le Var, mais il a autour de lui une fédération, d'autres élus LR qui, pour l'instant, n'ont pas fait ce genre de déclaration. C'est pas qu'il prend un risque, Hubert Falco, mais voilà, il n'a pas tergiversé, il ne s'est pas caché en tout cas. Non, il ne s'est pas caché, il n'a pas hésité. Hubert Falco, je pense qu'il considère qu'il n'a rien à perdre. Il a son parcours derrière lui. C'est quelqu'un qui est très établi, très respecté et qui a été réélu très confortablement à la mairie de Toulon.
Il a par ailleurs, et c'est ce qui lui est reproché aussi, noué des liens très forts et très rapidement avec Emmanuel Macron. Il y a eu cette espèce de rencontre un peu coup de foudre au mois de juillet à une terrasse de la place de la Liberté à Toulon, et des liens qui se sont noués depuis. Il a été reçu récemment à déjeuner par Emmanuel Macron. Il y a un respect mutuel, il y a la volonté d'avancer ensemble, et quand il compare la manière dont il est traité par le président de la République et la manière dont il est traité par ses propres amis, je pense qu'il en a tiré des conclusions et qu'il assume totalement ce choix. Pour clore le dossier Hubert Falco, est-ce que vous pensez que du coup ça va obliger ses amis locaux à s'exprimer? Je pense par exemple au maire de Hyères, Jean-Pierre Girand, à la députée Lévy, qui est députée LR et proche d'Hubert Falco aussi. On va forcément leur poser la question, j'en oublie, mais à François de Canson aussi, le maire de la Londe, président du comité régional du tourisme, et donc aussi dans l'équipe de Renaud Muselier. Eh bien, tous ces gens-là vont devoir parler aussi de l'adhésion à LR. Vous avez totalement raison, Nicolas. Et aujourd'hui, étonnamment, les téléphones de tous ces gens-là sonnent dans le vide. Personne ne répond, personne n'a envie de s'exprimer. Je pense que tout le monde a été surpris par la décision d'Hubert Falco, et chacun, d'une certaine manière, va devoir se positionner aujourd'hui. Et très clairement, il est très difficile aujourd'hui d'avoir les réactions et les positions de ces gens-là qui vont peser le pour et le contre, et qui vont essayer d'évaluer les conséquences de cette nouvelle réplique du séisme qu'on vit depuis dimanche, et l'annonce de Jean Castex de ce rapprochement qui a fait long feu, mais qui a eu pour conséquence, c'était peut-être d'ailleurs le but voulu par Jean Castex et surtout par Emmanuel Macron, qui a eu pour conséquence de faire éclater la droite dans le Sud. Oui, dans le Sud et d'une certaine façon en France, parce qu'il y a quand même quelques élus de poids ici. Avant d'évoquer le cas Estrosi, vous l'avez dit, grande interview de Renaud Muselier demain. Est-ce que vous lui avez posé la question de son adhésion à lui aussi? Parce que, il s'est rabiboché avec ses amis politiques, mais du coup, si Hubert Falco quitte le parti, peut-être Christian Estrosi demain ou dans les jours à venir, lui aussi, du coup, son adhésion, elle peut être remise en cause. Alors, on ne va pas révéler l'intégralité de l'interview qui paraîtra demain dans Nice Matin et qui est encore en cours de rédaction, mais on voit clairement que Renaud Muselier est très gêné aux entournures. Il a du mal à gérer cette situation depuis dimanche, une situation qui lui a échappé. Il y a eu cette marche arrière toute hier. Il a tenté de ménager la chèvre et le chou, mais c'est mission impossible. Le mal est fait depuis que l'annonce est venue de Jean Castex lui-même. Les dégâts sont considérables et la situation est très difficile à rattraper. On va lire ça avec attention, évidemment, demain matin dans toutes vos éditions de Var Matin et de Nice Matin. Une dernière chose, on évoque aussi donc avec insistance le départ de Christian Estrosi du parti Les Républicains. C'est un serpent de mer, parce que depuis qu'il s'est rapproché du président Macron et ça date qu'il est plutôt favorable au gouvernement, à la majorité. Nombreux sont ceux qui demandent son départ du parti Les Républicains. Valeur actuelle est affirmatif, il va le faire. Nous, et je crois que c'est un peu le retour que vous avez aussi, on n'arrive pas à se faire confirmer cette information pour le moment. Non, effectivement, nous, on ne peut pas être affirmatif pour le moment. La rumeur court depuis l'annonce de la démission d'Hubert Falco. Est-ce que Christian Estrosi va suivre cette voie? C'est probable, on voit difficilement comment dans ces conditions, parce qu'il a subi le même sort et le même traitement, Christian Estrosi. Lui aussi est un malfaisant. L'ami malfaisant, c'est lui aussi. Rester aux Républicains dans ces conditions-là, avec une fracture qui est à nouveau béante avec son meilleur ennemi Éric Ciotti, on ne voit pas comment c'est possible. Donc on s'attend effectivement à ce que Christian Estrosi annonce son départ des Républicains, mais Christian Estrosi, il sait ménager ses effets, il mesure aussi les inconvénients et les avantages, et je pense qu'il veut gérer aussi le moment d'une annonce, s'il doit y avoir.
Et peut-être que effectivement c'était prévu à l'agenda dans les jours qui viennent, mais que le fait que la nouvelle soit éventée, eh bien ça le refroidisse un peu et que ça reporte de quelque temps sa décision. Une dernière question, vous l'avez évoqué plus qu'en creux, Éric Ciotti. Lui aussi qui est devenu un incontournable chez les Républicains, président de la Commission nationale d'investiture, qui a voté contre hier le rabibochage avec Renaud Muselier, qui dit que les conditions de la confiance ne sont pas réunies. Localement, ça va être une campagne très particulière et des mois qui vont suivre derrière très particuliers parce que il va y avoir une campagne départementale également avec des équipes estrosistes et ciotistes dans les Alpes-Maritimes dirigées par Charles Ginesi. Donc il va y avoir des tensions. Elles ne sont plus cachées. On sait que depuis quelques mois, il faisait semblant d'avoir enterré la hache de guerre, mais là, on vient de retrouver la vraie dissension entre les deux. Oui, Nicolas, effectivement, la question des départementales devient centrale. Le sort des départementales et la composition de certains binômes, ça avait fait partie des éléments au moment où Christian Estrosi et Éric Ciotti ont signé la paix des braves. Donc il y a des binômes estrosistes-ciotistes qui se sont constitués. Comment tout cela va vivre ? Qu'est-ce qui va se passer aussi au niveau de la campagne des régionales ? David Lisnard avait donné le ton avant même le psychodrame de ce week-end en expliquant que s'il devait y avoir rapprochement avec La République En Marche, il ne ferait pas campagne. On voit mal Éric Ciotti se précipiter pour faire campagne pour Renaud Muselier dans ces conditions-là. Ça ouvre effectivement beaucoup d'inconnus et ça promet des jours et des semaines à venir un peu musclés chez les Républicains ou les ex-républicains. D'autant que dans un canton de Nice, il y a même un adhérent En Marche qui est candidat en binôme sur la liste les Républicains. Donc effectivement, ça promet des débats, des explications et une campagne qui risque d'être surprenante et inattendue. Vous me direz, chaque année d'élection, on a l'habitude dans les Alpes-Maritimes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, des coups de théâtre et des retournements de situation. Donc on verra. Merci beaucoup Denis en tout cas pour toutes ces précisions et je le rappelle demain dans les colonnes de Nice Matin, cette longue interview du président Muselier à découvrir, président sortant qui est candidat à sa réélection. Merci Denis, bonne soirée. Bonne soirée. Avant de passer à l'empereur Napoléon, eh bien deux petits reportages, l'un qui sera consacré à Napoléon et le premier sur cet incendie très spectaculaire qui s'est déclaré en milieu de matinée à Villeneuve-Loubet dans un entrepôt. 5000 mètres carrés qui sont partis en fumée et des images assez impressionnantes. Claudia Olivier. Vers 10h15 ce mercredi matin, un gros incendie s'est déclaré dans cet entrepôt d'un magasin d'ameublement situé en pleine zone industrielle de Villeneuve-Loubet. Les 5000 m² du bâtiment sont partis en fumée. Une trentaine de personnes aux alentours ont dû être mises en sécurité. On a vu de la fumée noire énorme, et tout le monde s'est mis à dire il y a le feu, il faut s'en aller. Donc on est sortis. Et quand on s'est retrouvé dehors, on a regardé évidemment le bâtiment derrière avec des flammes énormes, les arbres qui prenaient feu. Vers 10h30, une explosion qui ressemblait à une bouteille de gaz qui explose. Et puis en sortant, on a vu le feu. Il y avait beaucoup de fumée noire. Et puis on a été évacué 2 minutes après. À l'arrivée des sapeurs-pompiers, l'entrepôt s'était déjà effondré. 5 engins pompes, 2 échelles aériennes et 70 sapeurs-pompiers ont été déployés pour circonscrire les flammes. Le côté défavorable pour nous a été la violence du vent, où malgré tout la chaleur et la fumée étaient projetées en avant et menaçaient des bâtiments alentours. Donc toute la technique pour nous a été de faire en sorte que le feu reste dans ce bâtiment. Donc on a mis un dispositif, on a circonscrit le feu, c'est-à-dire on a mis des lances tout autour du bâtiment pour ne pas que le feu sorte. Après 2 heures de travail, les sapeurs-pompiers ont réussi à maîtriser l'incendie. L'origine du feu n'est pas encore connue. 2 personnes ont été légèrement blessées. Voilà, et avant de passer à Napoléon, juste je voulais montrer cette petite image tournée par Julien Medioni. On voit que le panache de fumée était apercevable, visible de très loin. On est là du côté du port de Nice, juste à côté de l'aéroport. Et vous l'avez vu, on le voyait dans quasiment tout le département. Il y a eu beaucoup de vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. La fumée qui n'a pas perturbé le trafic de l'aéroport Nice-Côte d'Azur. Voilà pour ce
sujet. On passe maintenant au bicentenaire de la disparition de Napoléon. 200 ans, pile, aujourd'hui, hommage rendu partout dans notre pays, commémoration à Paris, en présence du président Emmanuel Macron. Napoléon qui a laissé beaucoup de traces dans notre région. On va en parler dans quelques instants avec un vrai spécialiste collectionneur, Alexandre Gourdon, qui sera avec nous. Et puis, grâce à ce reportage aussi très axé sur la ville de Nice et le musée Masséna, qui va se mobiliser pour ce bicentenaire et présenter des pièces assez exceptionnelles en lien avec l'empereur. Il y a 200 ans, le 5 mai 1821, Napoléon Bonaparte s'éteint à l'âge de 51 ans sur l'île Sainte-Hélène. Le destin hors du commun de ce modeste Corse, devenu empereur des Français, l'a amené à venir plusieurs fois à Nice et dans les Alpes-Maritimes. Aujourd'hui, son épopée est présentée au musée Masséna à Nice du nom du célèbre maréchal qui le seconda. Parmi les œuvres exposées, cette représentation du sacre de Napoléon ou encore cette sculpture de Bonaparte, législateur. À l'étage, on peut même remonter au début de sa légende en 1796 à Nice. En fait, ici, on est dans la salle qui parle de Napoléon Ier, Joséphine et des maréchaux. Et un des tableaux qui est important au départ, c'est le tableau qui va lancer la gloire de Napoléon, le départ de la campagne d'Italie. Et on voit Bonaparte en train d'expliquer aux généraux les positions des troupes, la manière dont il a envie de gagner cette bataille. Et puis Nice, c'est d'abord et avant tout le départ de l'épopée impériale. C'est de Nice que Napoléon va s'élancer vers les plaines du Pô, vers l'Italie, et donc vers la gloire qui va faire de Bonaparte Napoléon. Mais le destin de l'empereur l'amène à revenir dans les Alpes-Maritimes, cette fois en 1815, lors de son retour en France. Napoléon est donc vaincu en 1814. Il y a ce qu'on appelle les adieux de Fontainebleau, avec une première abdication. Il est fait souverain de la petite île d'Elbe, et de là, il va préparer son retour. Son retour, effectivement, se déroule à Golfe-Juan, et c'est la deuxième épopée de Napoléon qui débute dans notre département, vous avez raison de le souligner, c'est ce qu'on va appeler le vol de l'Aigle et les 100 jours. Ça se finit dans la plaine de Waterloo, Waterloo-Morne-Plaine, nous sommes le 18 juin 1815, et effectivement, pour la seconde fois, l'empereur est vaincu, il va être déporté par les Britanniques sur le petit îlot, non plus d'Elbe, trop proche de la France, mais cette fois de Sainte-Hélène, en plein milieu de l'océan Atlantique. Cette dernière partie de la vie de Napoléon est illustrée à la Villa Masséna, ce gilet porté par l'empereur sur l'île de Sainte-Hélène, ou encore le masque mortuaire, actuellement en pleine analyse au Louvre à Paris. La pièce la plus importante, c'est le masque qui est fait la nuit de la mort de Napoléon par le docteur Arnold. Le docteur l'aurait fait, j'étais pas présent, la nuit de la mort de Napoléon, et il a caché. Il a caché parce qu'il est anglais, et un anglais n'aurait pas dû toucher l'empereur. Pour célébrer ce bicentenaire, la ville de Nice organisera les Journées impériales en octobre. Des conférences ou encore des reconstitutions sont prévues. Le musée Masséna, quant à lui, présentera une exposition inédite sur la vie de l'empereur. Et bonsoir Alexandre Gourdon, merci d'être avec nous en direct ce soir sur les antennes d'Azur TV pour évoquer l'empereur. Vous êtes un vrai spécialiste de Napoléon, un collectionneur, un historien. Vous avez participé à la rédaction d'ouvrages, pas que sur Napoléon d'ailleurs. Et cette période, vous la connaissez sur le bout des doigts. Alors on a déjà quelques éléments qui ont été donnés par Gaël Nofri et Jean-Pierre Barbero dans ce reportage que vous connaissez bien sûr. Nous, dans la région, le lieu le plus célèbre, c'est cette route Napoléon qui démarre à Golfe-Juan, dont a parlé Gaël Nofri. C'est la trace la plus visible et la plus connue en région sud. C'est vrai, c'est vrai. Et pourtant, c'est une trace qui aura duré, en tout et pour tout, 2 jours. Il a mis 2 jours pour traverser le département, puisque il est arrivé à Golfe-Juan le 1er mars 1815. Vers 17h, le débarquement a commencé. Vers 13h, pardon, le débarquement a commencé. Et vers 17h, l'avant-garde est à Cannes. L'avant-garde, elle est commandée par un général
qui deviendra de plus en plus connu, et deviendra surtout connu vers la fin. Il s'appelle Cambronne, et on peut considérer que ce n'est pas vraiment un gracieux. Alors il arrive avec ses soldats, c'est la garde, ses bonnets à poil, et il exige, plus qu'il demande, du ravitaillement, des lieux de bivouac, etc. Et manifestement, il est convaincant, puisque partout, même s'il y a quelques oppositions parfois, il réussit à obtenir ce qu'il veut. Napoléon, quant à lui, arrive à Cannes à 1h du matin. On bivouaque à l'époque sur la plage, à proximité d'une petite chapelle qui est maintenant devenue l'église Bon Voyage. Et c'est la rue Bivouac Napoléon, elle est totalement urbanisée, on ne pourrait pas retrouver les traces. Le lendemain matin, on reprend la route en direction de Grasse. On contourne la ville parce qu'elle est quand même assez royaliste. Et puis il y a un mur d'enceinte, il n'est pas question de faire tirer le canon sur une ville française. Donc on contourne la ville, on s'établit et on établit le bivouac en dehors des remparts, vers midi. On repart dans l'après-midi. Bonaparte fait hâte sous un chêne à Roquevignon, puis vers 16h, il est à Saint-Vallier. Là, on a souvenir qu'il s'est assis sur un banc pour se reposer, parce que tout ça se fait à pied, où il y a très peu de chevaux, en tout cas. Enfin, à 18h, il atteint le village d'Escragnole. Voilà le fameux banc. Escragnole, c'est un village qui est assez connu parce que c'est le village de François Mineur. François Mineur, c'est le premier qui a entonné la Marseillaise en France et qui s'est répandu, bien entendu. Il mourra pendant la campagne d'Égypte. Il reprend la route, Bonaparte reprend la route jusqu'au col de Valferrière, où il arrive vers 21h. Puis, il poursuit sa route au bord de l'épuisement, il faut bien le considérer, jusqu'à Serranon, où il passe la nuit sur un fauteuil qui a été conservé d'ailleurs par le maire. Le lendemain, il poursuit sa route, il est parti, il est sorti du département. Le 20 mars, il entre à Paris sans une goutte de sang, sans un coup de fusil. Voilà, et c'est une épopée qu'on revit chaque année, hein, parce que des reconstitutions sont organisées par de vrais passionnés. C'est un moment important, parce que c'est un tournant aussi, ça marque la fin de la carrière militaire aussi de Napoléon, ou pas ? Alors, pas tout à fait. Le début de la fin, plutôt. Gaël Nofri, ça finira malheureusement par Waterloo. Voilà, c'est ça. Donc la carrière militaire n'a pas vraiment cessé. Ce qu'on en retient en tout cas, c'est cette extraordinaire traversée de la France sans qu'il y ait un seul coup de fusil tiré. On a l'image, il y a des films qui ont été faits là-dessus, de la fameuse rencontre de Laffray, où Napoléon demande que ses grenadiers baissent les fusils, s'avance tout seul, ouvre sa capote, présente sa poitrine et demande si l'on veut tirer sur moi, eh bien, tirez. Il s'offre aux balles de ceux qui veulent l'arrêter. Les fusils tombent à terre, on crie « Vive l'empereur !», on lève les shakos, on brandit les cocardes bleu, blanc, rouge, alors elles auraient dû être blanches. On les avait gardées, les bleu, blanc, rouge. Et c'est ainsi qu'il arrive quasiment porté à bras d'homme jusqu'à Paris, où il reprend tout simplement, comme il l'avait dit au prince de Monaco, qu'il avait rencontré d'ailleurs à Cannes, il est rentré chez lui. Une question, Alexandre Gourdon, sur notre département des Alpes-Maritimes encore, avant d'évoquer le Var pour terminer. Dans le film d'Abel Gans, si je ne dis pas de bêtises, sur Napoléon, on évoque le fait qu'il aurait été prisonnier dans le Fort Carré, je crois, à Antibes. Je crois que ce n'est pas tout à fait juste. Non, ce n'est pas tout à fait juste. J'ai recherché. J'ai vraiment cherché. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça se passe en 1794.
Bonaparte est général. Il est général de brigade. Il est ami avec le plus jeune frère, le jeune frère de Robespierre. Il est ami avec son compatriote Salicetti depuis longtemps. Il reçoit mission d'aller à Gênes. Et cette mission comporte 2 volets. D'une part, il doit aller à Gênes, bousculer un peu les Génois qui sont une république a priori neutre, mais pas tellement. Bousculer les Génois, leur demander de l'argent, et puis, secrètement, pendant son retour, il doit regarder le terrain qui mène jusqu'à Gênes, la Riviera, il doit visiter tout cela, et il le fait, il prendra à peu près une semaine pour le faire, et il rentre à Nice, naturellement, mais ce déplacement d'un général, il est accompagné par ses aides de camp, pour aller simplement dire aux Génois cessez de frayer avec les Anglais, avec les Autrichiens, c'est pas bien, et revenir comme ça, sans rien, ça paraît suspect. Ça paraît tellement suspect que on doute fort que ce soit le vrai motif. Entre-temps, Robespierre, le frère aîné, est guillotiné. Il est d'abord arrêté, il reçoit une balle dans la face et le lendemain il est guillotiné avec un certain nombre de conventionnels, et il y a une réaction qui s'appelle la réaction thermidorienne. C'était le 9 Thermidor. C'est la réaction thermidorienne qui d'abord ouvre les prisons. Un qui en bénéficiera, ce sera le général Hoche, qui avait été arrêté à Nice et qui avait été immédiatement, dès le lendemain, transporté à Paris et qui se retrouve en prison. Il est libéré parce qu'on a guillotiné Robespierre. Mais tout ce qui touche à Robespierre devient suspect. Et Bonaparte est très suspect parce qu'il est l'ami, il est très souvent, on l'a très souvent vu, aux côtés d'Augustin Robespierre, le frère cadet. Et donc il sera retenu, je crois, quelques jours à Nice. Pardon ? Il va être retenu quelques jours à Nice, non ? Alors, il est arrêté sur la demande de Robespierre auprès du comité de salut public. Et donc pas retenu dans le Fort Carré. Je voudrais qu'on... Il n'est pas incarcéré au Fort Carré, il est resté chez lui, à Nice, sous la gouverne de celui qui l'hébergeait, qui s'est porté caution. Et d'ailleurs, l'arrière-petit-fils de ce monsieur, très gentil, a demandé sous Napoléon III à recevoir la Légion d'honneur au prétexte que son arrière-grand-père avait protégé Napoléon. Oui, c'est une bonne raison. Il nous reste 1 minute pour évoquer la Seigne-sur-Mer et Toulon. Là, on est en 1793 et Napoléon libère le secteur. Hein. Il débarque à la Seine alors que Toulon est assiégé. Alors, Toulon est assiégé. Bonaparte, qui a fait un petit parcours dans l'armée du Midi sous les ordres du général Cartaux, arrive à Toulon, se met... alors, vous savez qu'il a été arrêté sur la demande de Salicetti. Et c'est sur la demande de Salicetti qu'on le nomme commandant de l'artillerie à Toulon. On expliquera tout cela dans un ouvrage que j'ai fait sur Bonaparte à Nice. En attendant, il se présente auprès du général Cartaux pour prendre le commandement de l'artillerie de l'armée devant Toulon. Seulement cette artillerie, il n'y en a pratiquement pas. Il y a très peu de canons et il va déployer une énergie considérable, une vitalité insurmontable pour les autres. Il va réussir à obtenir quasiment tout ce qu'il voulait. Il va prendre la Seine-sur-Mer, que les Anglais d'ailleurs, la flotte anglaise bombardera par répression. Il va finir par prendre Toulon et il trouvera une blessure à la jambe, c'est un coup d'esponton. C'est pas une petite blessure, c'est une blessure dans laquelle on pouvait rentrer le poing, dira l'autopsie qui lui sera faite à Sainte-Hélène, justement.
Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Alexandre Gourdon. Je renvoie à tous vos livres, forcément, et puis à Internet également, où on trouve beaucoup de documentation sur la présence de l'empereur dans notre région. Et on peut dire que, effectivement, c'est une terre napoléonienne où s'est écrit une partie de sa légende. Et quelle partie? Je vous remercie en tout cas pour votre temps. Vous étiez en direct ce soir sur les antennes d'Azur TV. À très bientôt. Napoléon a versé et fait verser du sang. Le sang, on en manque dans notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On le répète assez souvent dans cette émission, puisque l'établissement français du sang se mobilise. On parlait de l'OGC Nice il y a quelques jours. Eh bien, la collecte était organisée aujourd'hui à la Fondation Vasarely d'Aix-en-Provence et Manon Mujica y était. Allier l'utile à l'agréable, c'est l'objectif de cette collecte de sang exceptionnelle. Ici, les donneurs patientent en contemplant les œuvres monumentales de la Fondation Vasarely. Le lieu culturel accueillait mine de rien ses premiers visiteurs en 6 mois de fermeture. C'était bien pour ça qu'on a choisi en fait un parcours particulier de façon à permettre aux visiteurs d'accéder à chacune des salles, des alvéoles d'intégration où les lieux sont suffisamment grands pour ne pas risquer une quelconque contamination. Vous avez pu le voir, on est très espacé, on respecte parfaitement les mesures de distanciation sociale. De 13h à 18h, la Fondation a mis à disposition près de 800 mètres carrés entièrement dédiés à la collecte. Plus de 100 prélèvements ont été réalisés. L'occasion pour l'établissement français du sang de refaire ses stocks. Ils sont au plus bas depuis quelques semaines en raison de la pandémie. Oui, il y a le développement du télétravail qui nous fragilise un peu parce qu'il y a beaucoup d'entreprises dans lesquelles on ne peut plus rentrer. Les universités, les établissements d'enseignement supérieur aussi qui sont fermés. Et donc c'est important pour nous qu'on aille chercher des nouveaux lieux de collecte, des mètres carrés, de la superficie, avec des points d'eau, avec des contraintes aussi sanitaires. En PACA Corse, les besoins sont estimés à 1000 poches de sang chaque jour. Un objectif qui n'est atteint que grâce à la générosité d'autres régions. Le 19 mai se rapproche à grands pas. On a tous hâte de retrouver un peu de vie normale avec des établissements qui vont rouvrir. Les musées, les terrasses de restaurants, notamment les salles de sport. Et les parcs zoologiques, également 6 mois qu'ils sont fermés. C'est le cas du ZOA à Sanary, où s'est rendu Luca Lucata Caruso. Cela fait 6 mois que ces lémuriens n'ont plus vu le moindre enfant leur tendre la main. Mais l'attente touche bientôt à sa fin. Le 19 mai prochain, les parcs animaliers pourront eux aussi rouvrir leurs portes après des mois de galère pour tout le personnel. Dans ces conditions, on fait le dos rond parce qu'évidemment, il ne faut pas que ça entraîne une baisse de la qualité des soins qu'on peut donner aux animaux. Donc on a continué à les nourrir normalement, les entretient normalement. On entretient les enclos et les bâtiments. Donc le plus compliqué, effectivement, ça a été de gérer cette période sans aucune entrée d'argent. Là, on espère que le mois de mai, le mois de juin seront bons et qu'on fera une saison correcte pour sauver les meubles. Pendant que certains attendent calmement le retour du public, d'autres grognent d'impatience. Pour pouvoir profiter des quelques 80 espèces de ce parc situé à Sanary, les futurs visiteurs seront soumis à un protocole sanitaire strict, désormais ancré dans nos habitudes. Ce sera mise à disposition de gel hydroalcoolique, masques très fortement conseillés en extérieur, des protections pour les personnes qui travaillent donc aux caisses des entrées et de la boutique. Bon, voilà, un sens de circulation. Tout ce qui est mis en place en fait un peu partout dans les centres commerciaux et autres sera mis en place ici au sein du parc. Afin de réussir au mieux sa reprise, Frédéric compte bien mettre en avant tous les atouts du parc. Toute la partie végétale du parc a été remise en valeur, notamment sur la partie basse. Il y a beaucoup d'espèces de plantes grasses, cactés et autres. Donc c'est un parc qui est très très varié. On a également l'aire de jeu, un snack. Donc il ne faut pas oublier que les gens peuvent venir, non pas que pour voir les animaux, mais pour profiter d'une belle journée ombragée, parce que le parc est aussi beaucoup ombragé. Les enfants peuvent profiter de l'aire de jeu. Donc voilà, c'est très varié, c'est très cocon, très familial. Ce gérant de zoo a perdu sur l'année 2020 20% de visiteurs. Plus aucune visite scolaire alors qu'il a enregistré 6000 entrées d'enfants en 2019. Le 19 mai, ce sont plus de 300 zoos qui rouvriront leurs portes en France en espérant ne plus connaître de fermeture imposée.
et du parc zoologique. On prend la direction du parc national des Calanques dans les Bouches-du-Rhône. Inutile de vous le présenter. C'est un des sites les plus emblématiques de notre pays, à la biodiversité la plus riche. Sauf que depuis quelques années maintenant, la surfréquentation, le comportement aussi de certains pose problème avec la chasse aux déchets qui s'effectue sur place. Avant d'en parler avec Juliette Grossmith, qui est chargée de mission éducation à l'environnement, regardez ce reportage tourné aujourd'hui par Valentin Rodriguez. C'est balades pédagogiques qui sont organisées sur site justement pour sensibiliser sur ces questions environnementales. Là où on retrouve le plus de déchets, notre problématique des déchets donc dans les Calanques, c'est sur les spots où il y a une concentration de personnes. À l'assaut des déchets, ce mercredi, c'est le top départ des balades éco-citoyennes dans les Calanques. Objectif, sensibiliser le grand public sur la problématique des déchets, véritable fléau au sein du parc. Le plastique que l'on va retrouver, donc c'est surtout au niveau des spots où il y a beaucoup de monde, beaucoup de personnes. Donc là, on est à plusieurs dizaines de kilos des fois en fin de week-end, donc ce qui est assez important. Ensuite, c'est le plastique en mer, le plastique qui nous est laissé donc avec les laisses de mer. Et donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à peu près on a 15% du plastique qui est lié à des cotons-tiges, 15% qui est lié à 15 à 20% est lié à des bouteilles en plastique et 15 à 20% sur les sacs plastiques. Donc on voit que déjà, on peut faire un travail en amont pour éviter donc le coton-tige, le sac plastique et la bouteille en plastique, pour éviter que ce déchet finisse en mer et ensuite qu'il finisse au niveau des plages. Une augmentation des déchets, notamment provoquée par la surfréquentation au sein du parc. On a pu constater l'année dernière un abandon de masse de déchets, que ce soit dans le milieu naturel, en ville également, mais même sur le fond de plage, sur le fond de Calanques. On a retrouvé des situations l'année dernière où chaque semaine, que ce soit le parc, que ce soit l'ONF, que ce soit tous les partenaires, on pouvait ramasser jusqu'à 1000 litres de déchets abandonnés chaque semaine en fond de Calanques. Le parc national des Calanques a vu sa fréquentation considérablement augmenter en un an. En 2020, c'est 3 millions de visiteurs qui sont venus dans les Calanques, soit 1 million de plus qu'en 2019. En termes de comparaison, en 2019, le dispositif EcoGuard a pu rencontrer et parler à plus de 100 000 personnes sur une période allant jusqu'à 7 mois. Tandis qu'en 2020, sur 3 mois et demi, c'est plus de 136 000 personnes qui ont été rencontrées par le dispositif EcoGuard. Donc on a constaté une très forte augmentation sur un temps 2 fois plus court. Initiée par le réseau associatif et le parc national, la campagne nommée Les Pirates du Plastique a été programmée dès le mois de juin. Des journées de nettoyage sont prévues sur une dizaine de spots au sein des Calanques. Et bonsoir Juliette Grossmith, merci d'être avec nous ce soir en direct sur les antennes d'Azur TV, chargée de mission éducation à l'environnement dans ce très beau parc des Calanques qui, malgré les déchets, reste l'un des joyaux de notre pays. On l'a vu dans ce reportage, il y a un vrai problème et vous lancez donc une grande campagne de communication, de sensibilisation, parce que c'est à nous finalement de faire attention à ça. Oui, tout à fait. Donc le parc lance avec le réseau associatif local, donc une quarantaine de structures, une campagne qu'on dit éco-citoyenne, donc qui s'adresse à tous les habitants de la métropole Aix-Marseille-Provence et à tous les visiteurs du parc national pour qu'ils rejoignent les Pirates du Plastique et qui participent à l'aventure zéro déchet. Alors avant de revenir sur les quelques chiffres donnés dans le reportage, ce qu'il y a de bien dans cette opération de sensibilisation, c'est qu'elle est vraiment participative. C'est-à-dire que plutôt qu'une campagne de communication sur les réseaux sociaux, d'affichage, vous préférez organiser des événements, donc des balades, des collectes de déchets, ce qui est beaucoup plus impactant finalement. On espère que ça sera impactant. L'idée, c'est vraiment de regrouper toutes les bonnes volontés, toutes les énergies et de proposer à tout un chacun donc, de rejoindre les Pirates du Plastique pour lutter ensemble contre cette pollution aux déchets sauvages qui est un problème à la fois dans nos villes, sur les plages et pour la Méditerranée de façon plus globale. Alors on l'a entendu, quand on collecte les déchets dans le parc des Calanques, on a des chiffres hallucinants à chaque collecte. La fréquentation aussi est un problème. Évidemment, le parc est victime de son succès finalement.
Oui, le parc est victime de son succès. On est aussi dans une période très particulière et c'est vrai que la crise sanitaire a un petit peu accru en fait le besoin de se ressourcer, de se retrouver en pleine nature, de prendre un bol d'air. Donc cette fréquentation, elle s'explique comme ça. Ce qui compte en fait, c'est les gestes et les comportements des visiteurs et si tout le monde effectivement fait un effort et passe au zéro déchet, on pourra solutionner en fait cette pollution et ce problème des pollutions. Concrètement, quand on jette son masque, un papier de barre chocolatée, un mégot, ça peut avoir quelles conséquences sur la biodiversité ? Alors pour la biodiversité, pour la faune marine, je vais beaucoup parler de la mer parce qu'en fait tout ce qui est jeté à terre à un moment donné peut se retrouver dans la mer, mais une fois que c'est dans la mer, on a beaucoup de mal à aller les récupérer en fait. Le problème, donc, c'est déjà l'ingestion par les espèces marines des plastiques. Et là, on va de l'infiniment petit au beaucoup plus grand. C'est-à-dire que déjà, le zooplancton peut ingérer du microplastique. Donc ensuite, ça se répercute dans toute la chaîne alimentaire. Ensuite, il y a le problème de la capture en fait, des espèces marines par les filets fantômes et par certains déchets plastiques qui peuvent capturer ou piéger en fait, les espèces marines. Et ensuite, il y a aussi de plus en plus le problème qui est lié au transport d'espèces exotiques en fait, par le plastique, puisque certains fragments plastiques constituent des petits radeaux qui vont faire qu'il y a des micro-organismes qui vont être transportés et coloniser des habitats dans lesquels ils n'avaient pas accès jusque-là. Alors, quels sont les conseils qu'on peut donner ? Alors, c'est vrai que la question paraît bête, mais jeter tout simplement ces déchets dans les poubelles, les garder sur soi quand on n'en a pas autour, quand on se balade dans le parc des Calanques, c'est idiot comme réflexion. Mais bon, on se rend compte que ces gestes-là ne sont pas fréquents et en tout cas adoptés par tous. Alors, effectivement, le premier conseil qu'on peut donner aux visiteurs, c'est déjà de prévenir le fait que dans les calanques, on est vraiment dans un espace naturel. Il y a sur certaines calanques, il faut 2 heures de marche pour accéder à la calanque d'Envaux. Donc, on ne va pas trouver de poubelles sur place. Donc, il faut l'anticiper et prévoir de vraiment ramener tous ces déchets. Et après, l'autre conseil qu'on peut donner, c'est s'affranchir au maximum des déchets, c'est-à-dire passer au biodégradable, passer au compostable, essayer d'utiliser des contenants qui vont être réutilisables, une gourde réutilisable plutôt qu'une gourde en plastique, et du coup vraiment rejeter le minimum de choses plus tard dans la poubelle, alléger le poids de la poubelle. Est-ce qu'on peut retrouver sur un site internet ou quelque part le programme finalement de cette campagne, parce que comme il y a des animations, autant qu'on puisse choisir sa date si on a envie d'y participer? Alors bien sûr, toutes les informations concernant cette campagne éco-citoyenne se retrouvent sur le site internet piratesduplastique.fr, pirate avec un S, et donc les 30 événements festifs, ludiques qui sont proposés peuvent donc être visualisés et on peut s'inscrire à ces événements et y participer. Il y a aussi donc le code pirate qu'on a proposé, c'est-à-dire tous les éco-gestes pouvant devenir un vrai pirate du plastique. Merci beaucoup en tout cas Juliette Grossmith, chargée de mission éducation à l'environnement pour le parc des Calanques et donc cette grande campagne. Soyez tous attentifs à notre environnement parce que c'est vrai que le parc des Calanques, il suffit d'y être allé une fois pour se rendre compte de la beauté du site et ce serait bien de le préserver. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation ce soir en direct sur les antennes d'Azur TV. On va rester dans les Bouches-du-Rhône, on va rester sur les questions environnementales parce que une association de la Peine-sur-Yvonne propose chaque mercredi des ateliers créatifs aux enfants autour du développement durable. C'est Yentel Criado qui vous raconte tout ça. Ici, on est dans la table où c'est que des éléments naturels. C'est-à-dire que ce sont des éléments qu'on a ramassés sur les chemins. On n'est pas allé ramasser dans la forêt, mais sur les chemins. Et on peut faire un hérisson, par exemple. Je vais vous représenter tout un hérisson. Un hérisson en feuillage, une chenille en bouchon en liège. Ici, tout est possible à condition de faire appel à son imagination. Les enfants participent à un atelier créatif un peu particulier. Ils fabriquent des petits personnages à partir d'éléments de récupération. Ici, rien ne se perd, tout se transforme. Et ça fera une petite coccinelle. Vous voyez la petite coccinelle ? Ah ouais ! Un atelier ludique qui mêle culture et nature et qui inspire les enfants sensibilisés aux enjeux environnementaux.
Et du coup, ça permet que la terre, elle est bien, elle soit bien et elle ne meurt pas. Là, j'essaie de faire un canard, mais j'ai utilisé une amande et deux trucs de gland là. Et voilà, et une pomme de pin. On fait une chenille pour le mettre dans un jardin ou dans une forêt ou n'importe où. Comme ça, on ne le jette pas et comme ça, on décore. Ces objets qui sont jetés dans la nature, ça pollue. Mais sinon, on les réutilise pour faire des créations, ça sert à quelque chose. Et du coup, on donne une seconde vie aux objets qui sont dans la nature et qui sont jetés. L'objectif premier est de faire comprendre aux enfants l'environnement qui les entoure et les sensibiliser dès le plus jeune âge au développement durable. C'est tout l'enjeu de l'association Le Grain de la Vallée, basée à La Penne-sur-Yvonne et à l'origine de ces animations. Et les enfants prennent déjà conscience que ce qu'ils utilisent, ils peuvent avoir une utilisation première, mais en réfléchissant et en essayant du tout, en utilisant la créativité, de se dire j'ai fini de l'utiliser, est-ce que je peux encore utiliser cet objet différemment ou pour une autre occasion, voilà, en faisant plaisir à quelqu'un, en offrant quelque chose, voilà, en étant un peu plus original. Ces ateliers créatifs se poursuivent au sein de l'association chaque mercredi matin, désormais en extérieur avec l'arrivée des beaux jours. Et pour terminer, direction Toulon avec un peu de culture. 19 mai, on évoque cette date et on l'a évoqué dans cette émission. Retour d'une partie de la vie culturelle. Les concerts, on va devoir attendre encore un peu avec notamment des jauges assez intéressantes pour organiser de belles soirées. Alors, pour célébrer ce début de déconfinement à Toulon, une association et plusieurs DJ ont enregistré un concert qui sera diffusé le 18, la veille de ce premier jour de retour à la vie, sur les réseaux sociaux, notamment. Présentation de l'événement avec Thomas Bernabé et Marion Colangelo. Des platines, des caissons et une vue imprenable sur la ville de Toulon. La crise sanitaire est terminée et c'est le retour des soirées. Non, pas encore. Ce mardi soir, un DJ set de 2 heures a été enregistré sur le toit du Palais Neptune de Toulon. Il sera diffusé le 18 mai prochain, veille du déconfinement. Une façon de donner le coup d'envoi de la saison estivale. Une première heure qui va se faire avec Nalo, Tony M et moi. En fait, on va explorer toutes les phases de la house. Donc on va aller dans de l'afro house, de la new disco, de la house club et de la tech house. Et ensuite, un autre DJ set qui va durer aussi 1 heure, qui sera cette fois-ci composé de Reza et du gagnant du concours intergénérationnel, qui vont proposer des sons un peu plus groovy. Une idée originale qui a germé dans la tête de ce jeune DJ toulonnais. Après plus d'1 an de fermeture des clubs et autres boîtes de nuit, les DJ en mal d'événements voulaient proposer une parenthèse conviviale malgré les contraintes sanitaires. En fait, on m'a sollicité plein de fois en me disant « Vas-y, fais un DJ set, fais un DJ set ». Il y a plein de gens qui ont réclamé ça. Il y avait beaucoup sur internet déjà et je trouvais que c'était pas vraiment judicieux d'en faire un ou dans mon établissement ou chez moi. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un truc à plus grande envergure. En fait on a dit voilà, on fait un truc gros, on fait un gros truc. Après avoir contacté la maison des étudiants toulonnais, le projet a pris plus d'ampleur. Il faut dire que le responsable de l'établissement est aussi DJ à ses heures perdues. En tant que responsable de la maison de l'étudiant, j'attendais qu'une chose, c'est qu'un DJ vienne me voir avec cette idée. Et donc ce message, il a impacté de suite. J'ai appelé de suite mes collègues de la métropole, du service d'enseignement supérieur. Et de là, nous avons accompagné étroitement et on a sollicité aussi notre réseau parce que c'est vraiment une action solidaire. DJ, collectifs étudiants, élus locaux, tous unis pour faire passer un bon moment à la population de l'agglomération toulonnaise. Le concert sera diffusé le 18 mai prochain à partir de 18h sur les réseaux sociaux. Voilà, et du coup, vous pourrez le suivre, même si vous n'êtes pas à Toulon, bien sûr, ce concert. Le 18 mai, donc la veille de la deuxième phase de ce déconfinement qui a démarré dans notre pays. C'est la fin de ce grand direct. Merci de votre fidélité. Merci évidemment à Théo Sarfati, Sébastien Lyotard, Mickaël Fernandez, Fabrice Justo, Philippe Caudet, sans oublier Stéphanie Mossman. On se retrouve demain. Thierry Mariani sera notre invité en plateau, la tête de liste Rassemblement National des élections régionales. Il sera accompagné de la tête de liste départementale dans les Alpes-Maritimes qui sera dévoilée demain. Donc interview en direct à suivre dans ce grand direct. Merci à vous, bonne soirée et à demain.